Madame la ministre, chère Aurore, chers leaders du Giving Tuesday France, chère Yael, cher Fred, chers intervenants, chers invités, chers amis, je suis Olivia Lorangeois, la directrice du Philanthrolab, et au nom de Philippe Journeau, notre président fondateur, au nom de mon équipe, que je remercie chaleureusement pour l'organisation de cette matinée, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue au Philanthrolab. Alors, pour celles et ceux qui parmi vous découvrent ce matin cet endroit assez incroyable, et même si, je dois dire, nous espérons que vous êtes de plus en plus nombreux à le découvrir et à vous l'approprier, le Philanthrolab est un lieu que nous avons ouvert il y a tout juste 2 ans, autour d'une conviction fondatrice très forte, qui est celle que donner rend meilleur. Et ici, grâce au soutien de nos partenaires, de nos mécènes, et nous remercions particulièrement la compagnie de Phalsbourg et la Société Générale qui nous permettent d'organiser cette rencontre. Je le disais ici, nous avons à cœur de développer la philanthropie. Et cela, évidemment, aux côtés de nombreux acteurs du secteur. Pour cela, nous portons différentes missions. La première de ces missions est de réunir dans les étages l'écosystème de la générosité. Nous avons en fait des espaces de travail qui leur sont strictement dédiés et nous hébergeons au quotidien 150 porteurs de projets à impact. La deuxième mission que nous portons est celle d'accompagner ces porteurs de projets gratuitement, à les aider à s'outiller au travers de masterclass, de permanences conseils, de différents programmes, dont notre programme d'incubation. Et je remercie les partenaires experts qui s'engagent à nos côtés, et notamment l'AFF, chère Yael. Merci de votre engagement à double titre aux côtés du Philanthrolab. Enfin, dernière mission et non des moindres, celle de participer à faire rayonner tout au long de l'année la générosité, la philanthropie au travers d'événements, de rencontres comme celles que nous partageons ce matin. Et donc, c'est avec une joie particulière que nous retrouvons ce matin pour vous proposer d'explorer une question cruciale, une question qui nous mobilise beaucoup, à savoir comment augmenter l'impact du don en faveur de l'inclusion et de la lutte contre les précarités. Au Philanthrolab, c'est une problématique qui nous guide beaucoup, je le disais, et il nous a semblé assez évident de réunir les expériences et les réflexions de porteurs de projets inspirants. Et j'adresse un grand merci à nos intervenants, des acteurs de terrain, des experts engagés qui vont partager avec nous ce matin leurs idées sur la manière dont nous pouvons collectivement faire du don un levier puissant pour construire une société plus juste et plus solidaire. Alors, Madame la Ministre, votre présence à nos côtés est un témoignage précieux de votre engagement et de celui du gouvernement. Elle rappelle l'importance que vous accordez aux questions de générosité, de solidarité et d'impact. Et votre réponse, je dois dire immédiate à notre invitation, souligne que ces préoccupations sont au cœur de votre action et au nom de nous tous, je tenais à vous en remercier vivement et je vous remercie d'ouvrir cette matinée de conférence qui sera, j'espère pour chacun d'entre nous, source de réflexion et d'inspiration. Très bonne matinée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de retrouver notre directrice générale, chère Olivia, dont je connais l'engagement, l'enthousiasme et la détermination. Et je crois évidemment que le Philanthrolab lui doit beaucoup et permet aussi de réunir des acteurs qui sont très différents. Ça nous invite aussi à nous interroger sur le sens du mot philanthropie. Pourquoi avoir choisi ce terme plutôt que d'autres, de générosité, de fraternité? Je crois que ça en rapporte avec l'impact concret que la philanthropie peut avoir. Mais finalement, c'est quelque chose qui est assez peu développé encore dans notre pays parce qu'on n'en a pas la culture. Quand j'ai été nommée ministre des Solidarités et des Familles, assez vite, j'ai tenu à inviter au sein du ministère des entreprises. Considérant que plutôt que le name and shame, on va dire, il y avait une forme de name and fame qui pouvait être créée aussi dans notre pays parce qu'on avait intérêt à développer cette culture du don. Et immédiatement, en vérité, on voit bien les polémiques que ça peut générer. La première question, c'est est-ce que si les entreprises s'engagent, ça veut dire que l'État va se désengager?
La réponse, elle est évidemment non. C'est pas parce que les entreprises vont plus s'engager que pour autant l'État va être moins présent. Mais on est présent à des endroits qui sont différents et qui sont évidemment complémentaires. Donc oui, la première responsabilité de lutte contre la pauvreté, c'est d'abord la responsabilité des pouvoirs publics. C'est d'abord la responsabilité de l'État. C'est d'abord notre engagement sur ce qu'on a essayé de faire notamment dans le pacte des solidarités. Pour moi, il y a 2 grands piliers fondateurs de ce pacte. D'abord l'enfance. Comment on fait en sorte de lutter contre les inégalités à la racine. Et on le sait bien, on a en France une pauvreté qui est trop structurelle. On met entre 6 à 7 générations à sortir de la pauvreté. Ce qui veut dire que quand un enfant naît aujourd'hui dans une famille pauvre, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ont une immense probabilité d'être eux-mêmes encore dans la pauvreté. C'est ça qui est insupportable. Et le deuxième corollaire, c'est que quand on tombe dans la pauvreté, dans la précarité, on met beaucoup trop de temps à en sortir. Donc c'est ces éléments sur lesquels il va falloir lutter. Comment on lutte structurellement contre la pauvreté? C'est donc évidemment la question de l'enfance et la toute petite enfance, d'où la légitimité aussi sans doute que dans le même ministère, on adresse la question de l'enfance, de la petite enfance et de la lutte contre la pauvreté. Et c'est évidemment la question du travail et de comment le travail nous redonne une place, une dignité, un rôle dans la société. Et là, on retrouve évidemment le rôle majeur des entreprises parce que ça n'est pas tout d'atteindre le plein emploi. Encore faut-il atteindre un emploi qui est rémunérateur et qui est, je le pense aussi, porteur de sens. En tout cas, on voit bien les attentes extrêmement puissantes. Donc ça, c'est la responsabilité même évidemment des pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics ne peuvent pas agir seuls face à la pauvreté, d'autant plus que, tu l'as dit Olivia, il y a des pauvretés. Il n'y a pas un type de pauvreté en fonction du territoire dans lequel on vit. On le voit bien par exemple avec nos territoires ultramarins, en fonction de la composition de sa famille. Donc on a aussi besoin d'avoir des actions qui sont beaucoup plus ciblées et beaucoup plus précises et qui permettent de mesurer ce qu'est la pauvreté, de comprendre ce qu'est la pauvreté pour garantir qu'on puisse en sortir. Et puis, il y a un changement culturel auquel je crois profondément. Vous avez un rôle majeur à jouer et j'espère que Philantrolab va essaimer dans notre pays parce que ce qui m'a beaucoup frappé les premières fois où j'ai réuni des entreprises, c'est que finalement souvent elles-mêmes étaient déjà engagées mais qu'elles préféraient ne pas le dire. De peur que finalement ces actions, qui sont des actions de philanthropie, soient mal interprétées dans notre pays. Bien, moi, je crois qu'on a intérêt à faire en sorte que nos entreprises aient envie de s'engager. À la fois qu'elles s'engagent pour leurs propres collaborateurs, de manière évidente, parce que leur première action de lutte contre la pauvreté, elle est déjà évidemment en leur sein, sur les enjeux de rémunération, sur les enjeux d'organisation du temps de travail, sur la manière avec laquelle on peut concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale, sur la parentalité dans l'entreprise, mais c'est aussi sur la capacité qu'on a à donner. Et je crois beaucoup, encore une fois, au fait de le faire savoir parce que ça crée évidemment un effet d'accélération ensuite dans notre société. C'est ce qu'on a fait sur la question de l'aide alimentaire parce que face à l'inflation des prix de l'énergie, inflation des produits alimentaires, inflation aussi des produits pour la petite enfance, on a créé un pacte avec et des entreprises et des associations et l'État. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit travailler, ce qu'on a appelé le pacte des premiers pas. Parce que, j'imagine qu'il y a des parents dans cette salle, acheter du lait infantile, des couches ou des lingettes, pour dire les choses concrètement, ça coûte cher. Et ça coûte parfois trop cher pour un certain nombre de nos familles. Alors ce qu'on a fait, quand on dit l'État va mettre 6 millions d'euros en plus par rapport à ce que l'État met habituellement sur ces sujets-là, l'État va s'associer à des associations qui savent aller chercher l'impact des entreprises. Je pense à Break Poverty, je pense à Dons Solidaires, je pense au Don Nature, par exemple. Je crois que certains sont dans cette salle ou le seront aujourd'hui. Et du coup, on a un effet d'entraînement qui fait qu'on a déjà multiplié par 2 finalement l'engagement de l'État grâce à l'apport supplémentaire des entreprises. Et ce qui permet, grâce au maillage des associations, d'arriver à toucher les publics qui en ont le plus besoin et d'être dans cette logique d'aller vers. Et je crois que c'est ça que nous devons infuser comme culture dans notre pays. Il n'y a pas l'État qui se soustrairait parce que les entreprises s'engageraient plus. Il n'y a pas les entreprises qui devraient finalement rester en retrait parce qu'on attendrait tout de l'État. Il y a une collaboration, une unité qui doit nous permettre de faire face à la lutte contre la pauvreté dans notre pays et à l'impact social, au-delà même de la question de la pauvreté, que les entreprises, évidemment, doivent pouvoir remplir. Et là-dessus, on a une marche énorme dans notre pays à réaliser, puisqu'en moyenne, on n'a que 2% des entreprises qui font de l'acte de mécénat.
Et en général, quand il y a un acte de mécénat, il est beaucoup plus tourné vers des enjeux patrimoniaux qui sont évidemment essentiels que vers des actions pures, j'allais dire, de solidarité et de lutte contre la pauvreté. Donc c'est cette marche qu'on doit réussir à franchir ensemble, un changement culturel dans notre pays pour garantir qu'encore une fois, eh bien, on agisse en collaboration, en coopération, et donc on ait un impact décuplé par ce qu'on va faire ensemble et on va pas faire l'un à la place de l'autre. Et puis, ce changement culturel qui doit permettre une montée en puissance et sans doute aussi beaucoup d'enjeux d'accompagnement des entreprises elles-mêmes, parce que ça n'est pas la même chose quand vous êtes une entreprise cotée, quand vous avez l'ingénierie nécessaire pour donner, et quand vous avez des TPE, des PME, qui souvent aussi, concrètement, se demandent comment elles peuvent agir, et comment elles peuvent agir en local, ou même au-delà, de manière à pouvoir avoir elles-mêmes un impact social et sociétal. Donc c'est ça qu'on doit réussir à construire ensemble, encore une fois, ce changement culturel profond dans notre pays, qui n'est pas le plus simple évidemment, mais je crois beaucoup aux initiatives comme celle que vous portez aujourd'hui, donc je suis très heureuse de pouvoir ouvrir votre journée, et puis surtout j'en attends beaucoup, parce que j'imagine que dans les contributions, il va y avoir des propositions sur comment justement on change d'échelle, sur comment on change ce modèle culturel, mais on en a profondément besoin. Et je crois qu'encore une fois, le fait d'avoir retenu ce mot de philanthropie n'est pas dû au hasard, évidemment, mais dit bien, encore une fois, l'impact que les entreprises, que les organisations peuvent avoir et doivent avoir dans notre société. Elles en ont les moyens, les leviers. À nous de faire en sorte que on les accueille aussi de manière bienveillante quand elles ont envie, évidemment, de s'engager, qu'on leur ouvre la voie, qu'on leur donne accès à la possibilité de le faire, qu'on les mette en réseau, qu'on crée ces collaborations et ces coopérations. Donc, merci très sincèrement à toi, chère Olivia, et puis au fondateur de Philanthropie Lab pour avoir initié ce mouvement. Et j'espère surtout qu'il va essaimer, qu'il va être fort de propositions et que nous, au sein du ministère des Solidarités et des Familles, on pourra aider à amplifier ce mouvement. Donc vraiment une très belle journée à vous tous. Merci encore pour votre invitation et surtout merci pour votre engagement. Merci Madame la Ministre. Et merci à toute l'équipe du Philanthrolab de nous accueillir pour cette deuxième année consécutive. Je suis désolée, je suis un peu malade, comme vous pouvez le voir. Du coup, mon acolyte Frédéric Fournier, va venir à la rescousse, parce que sinon, ça ne sera pas très punchy. Mais néanmoins, je tenais à être là ce matin parce que c'est un moment important, puisque c'est le Giving Tuesday qui est célébré dans le monde entier. C'est une fête, une véritable célébration. J'ai coutume de dire que c'est un peu la Saint-Valentin du don et de l'engagement sous toutes ses formes, puisque on ne parle pas uniquement de dons en sonnant et trébuchant en monnaie, mais on parle de dons de temps, on parle de dons de compétences, on parle de dons de sang, on peut même aller jusqu'à parler de dons de voix au sens propre et figuré, puisqu'on a une opération avec l'association Valentin Huy sur des enregistrements de livres audio. Donc on parle de l'engagement sous toutes ses formes et dans le monde entier. Donc ça prend des formes extrêmement différentes selon les pays. Mais peut-être que Frédéric, tu pourrais nous raconter l'histoire de Giving Tuesday. Je peux faire ça. 2012, Henry Timms et Asha Curran décident, à l'issue quelque part du Black Friday, on en parle un peu beaucoup en ce moment, et de ce fameux Cyber Monday, de se dire voilà, il y a un tel engouement pour l'hyperconsommation que il faut qu'on crée un engouement pour l'hyper-générosité, tout simplement. Et c'est parti de là en 2012. Aujourd'hui, ou plutôt en 2023, c'est 150 pays qui célèbrent la générosité, qui valorisent la générosité, qui incitent à la générosité, mais qui incitent aussi, vous l'avez dit, Madame la Ministre, au regroupement d'entreprises, d'individus, d'associations, d'organisations, pour que, ensemble, elles puissent en effet changer de culture. Et ça, c'est quelque chose qui nous importe avec Yael depuis 2018, où on a relancé ou lancé ce Giving Tuesday en France. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'on n'ait plus, le mot est un peu fort, honte de valoriser la générosité et de valoriser ce qu'on fait. Que ça soit à un niveau
individuel ou que ça soit à un niveau collectif. C'est vrai que bon nombre d'entreprises ont cette capacité et font énormément de choses aujourd'hui en leur sein auprès de leurs collaborateurs, mais aussi localement, nationalement, voire internationalement, et somme toute ont été un petit peu sans capacité ou sans volonté véritablement de dire ce qu'elles faisaient. Eh bien, le Giving Tuesday aujourd'hui, c'est de dire ce qu'on fait pour les autres, de dire et de valoriser ce qu'on fait, d'inciter celles et ceux, et on va en parler autour de ces tables rondes, d'inciter celles et ceux qui sont un peu réfractaires ou qui pensent pas forcément tous les jours. On sait que les individus ont une force et une capacité extrêmement importante dans ces logiques de solidarité et de générosité. Voilà, le Giving Tuesday, c'est ça, et c'est toutes les associations et toutes les fondations et toutes les entreprises qui y participent qui font aujourd'hui le Giving Tuesday, parce que c'est elles qui arrivent à promouvoir en fait au travers de cette journée la solidarité et la générosité au sens large du terme. Concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a de nombreuses opérations qui sont montées dans différentes structures. Ça peut aller de lancer un prix aujourd'hui ou une campagne de dons aujourd'hui. Ça peut aller de la mobilisation des salariés dans certaines structures. C'est vrai que dès le début, on a vu que c'était un outil assez simple d'utilisation parce qu'il y a énormément d'outils de communication qui sont déjà facilement appropriables, merci. Donc et à l'international. Donc ça c'est vraiment une force pour ce mouvement. C'est également un bel outil pour mobiliser les bénévoles. Il y a de grandes campagnes avec des bénévoles engagés. On a eu une table ronde il y a quelques semaines avec l'association Coexister qui mobilise ses bénévoles à cette occasion pour collecter des fonds. Voilà, donc aujourd'hui... L'autre exemple, la protection civile, qui lance, je crois, aujourd'hui sa campagne de recrutement pour les bénévoles de Paris 2024. Oui. Donc voilà, c'est vrai que c'est devenu un rendez-vous en fait pour toutes ces générosités, toutes ces formes de générosité. L'établissement français du sang qui lance des campagnes également partout en France pour promouvoir le don de sang également. Donc voilà, tu l'as rappelé, don de sang, don de voix, don d'argent évidemment, don de compétences, don de temps. Il y a énormément de formes de générosité qui se développent. Et ce sont plus de 300 associations qui ont été référencées, actions qui ont été référencées l'an dernier sur le site givingtuesday.fr. Mais on en découvre toujours qui ne se sont pas référencés et c'est vraiment ça qui montre le dynamisme du mouvement. On a estimé à 4,3 millions d'euros collectés sur la période, près de 2 millions de personnes touchées sur les réseaux sociaux et sans retombées médiatiques. Il y a un fort engouement dans la presse régionale, donc ça c'est bien parce que c'est des sujets aussi de proximité. Ça se passe dans les territoires. Et une nouveauté cette année qui est à noter, c'est le partenariat avec Hello Asso, avec un focus très fort sur les milieux du sport. Hello Asso est très présent dans les milieux sportifs et on a vu la force et la puissance de mobilisation des associations de supporters pour, à l'échelle de leur territoire, mobiliser les générosités et des collectes sous toutes leurs formes. Voilà, donc on est là pour aussi faire savoir qu'il y a plein d'initiatives généreuses dans notre pays. Oui, on a un changement culturel ou un renforcement de certaines initiatives à opérer, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et ce qu'on souhaite faire grâce à Giving Tuesday, c'est le faire savoir et l'amplifier. Voilà. Eh bien, c'est le faire savoir et l'amplifier. Et l'amplifier, voilà. C'est bien ça, c'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui, notamment. Et nous allons pouvoir donc passer à la suite. Nous avons choisi effectivement de mettre à l'ordre du jour des sujets autour de l'inclusion et de la lutte contre la précarité, parce qu'effectivement depuis, on a parlé, le mot pauvreté a été prononcé moult fois déjà ce matin. C'est vrai que depuis cette rentrée de septembre, l'actualité sociale nous a quand même sensiblement alerté sur ces besoins.
Et on pense qu'avec ce mouvement Giving Tuesday, modestement, on peut aussi agir. Et c'est ce que nous allons voir avec nos 2 tables rondes et nos témoins. Et je te passe. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va se rapprocher un petit peu du sujet qui était celui de l'impact du don en faveur de l'inclusion et de la précarité. Et je demande à Rana Amrad de me rejoindre, ainsi qu'à Pierre-Emmanuel. Alors, 1987, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Joseph Wresinski, qui est le père d'ATD Quart Monde, définissait la précarité par l'absence d'une ou plusieurs des sécurités. Et ces sécurités, on va le voir avec nos 2 intervenants, ces sécurités, elles sont nombreuses aujourd'hui dans notre pays. Madame la ministre l'a rappelé, que ce soit des pertes de sécurité ou d'absence de sécurité dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'habitat, de l'emploi, des ressources financières évidemment, mais aussi de l'alimentation, de la culture, de l'éducation, de l'accès aux soins. Aujourd'hui, les mots MAUX de notre société sont de plus en plus importants et sont de plus en plus malheureusement nombreux pour définir la précarité. Il y a 2 chiffres un peu en amont de cette table ronde que je voulais mettre en avant et qui sont issus pour le premier du baromètre hygiène et précarité en France qui a été fait en 2023 pour Dons Solidaires et qui nous indique que en 2023, 34% des Français limitent leur consommation de produits d'hygiène faute de moyens. 34%. Donc, la ministre en a également parlé. Ça va des produits d'hygiène de base, en passant par les couches pour les enfants, pour les bébés, etc. C'est un chiffre qui est énorme dans notre pays aujourd'hui en 2023. Autre chiffre qui vient du rapport sur la pauvreté en France de l'Observatoire des inégalités, qui est un chiffre de 2020 à 2021. 22% des jeunes de 18 à 29 ans qui ne vivent pas chez leurs parents sont pauvres. Et quand Madame la ministre nous rappelle les effets de génération en génération sur la pauvreté, c'est vrai que ça peut nous laisser pantois quant à la suite des événements. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a des organisations aujourd'hui qui sont présentes. Il y a des organisations qui luttent contre cette précarité ou ces différentes formes de précarité. Donc à mes côtés, Rana Amrad. Vous êtes fondatrice et directrice exécutive de Humanity Diaspo. Je vais revenir un peu sur qui est et vous allez nous expliquer ce que vous faites. Et Pierre-Emmanuel Granger, Granger, je dirais toujours, de toute façon, je te l'ai dit déjà, qui est un des fondateurs de Microdon. De l'arrondi solidaire, de l'arrondi en caisse, de l'arrondi sur salaire également, donc plein de différentes formes de micro-dons. Rana, vous faites partie plutôt Humanity Diaspo a été incubé ici au Philantrolab, promo 2021-2022. Si je dis pas de bêtises. Vous avez aujourd'hui au sein de votre organisation plusieurs champs d'action, que ce soit le plaidoyer en faveur du droit des femmes et des filles, que ce soit en France ou dans le monde, que ce soit la lutte contre la précarité des femmes et on parle justement des jeunes, des étudiants ou des étudiantes. Vous avez des actions en France, vous avez des actions à l'international, que ce soit au Liban, que ce soit en Ukraine notamment. Vous intervenez également dans des situations d'urgence. Vous avez un certain nombre d'interventions dans le domaine de l'éducation et dans le milieu scolaire pour justement parler de tous ces problèmes et de ces difficultés de précarité. Première question, comment est-ce que vous est venue cette idée et comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous faire incuber au Philantrolab et qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite de votre organisation Humanity Diaspo? Bonjour à toutes et à tous et bravo, vous êtes extrêmement bien informés, ce qui est quand même assez rare, donc il faut quand même le saluer. Alors comment est venue l'idée de Humanity Diaspo? Dans une autre vie, j'étais juriste en droit d'asile, droit des réfugiés et du coup j'ai travaillé pour le ministère de l'Intérieur puis pour la Commission européenne, ce qui m'a amené à travailler dans divers théâtres, on va dire, d'opérations assez violentes
en termes de précarité, et notamment il y avait la jungle de Calais, mais il y avait aussi les îles grecques, et notamment dans les hotspots. Je sais pas, je pense que vous vous rappelez peut-être toutes et tous de la création des hotspots, notamment en Grèce, dans les îles de Samos, Lesbos et Chios. Et donc du coup, j'ai été amenée aussi à intervenir là-bas pour le compte de la Commission européenne. Et en fait, ce qui m'avait vraiment frappée à l'époque, c'était que les organisations au niveau local et la société civile, quand elle était confrontée en réalité à des situations d'urgence et de précarité, la première chose à laquelle, en tout cas les premiers besoins qui étaient couverts, étaient les besoins alimentaires et les besoins vestimentaires. Or, il s'avère notamment que des femmes qui ont été violées durant leur parcours d'exil et accouchent du coup en Europe, en réalité, sont aussi confrontées au fait qu'elles n'ont pas de moyens de pouvoir acheter des produits infantiles, donc du lait, des couches qui coûtent extrêmement cher, mais aussi que les règles ne s'arrêtent pas durant le parcours d'exil. Et en réalité, les choses qu'on nous demandait sur place, c'était du coup, les personnes venaient vers nous en tant que représentants de la Commission européenne et souhaitaient en fait avoir des produits d'hygiène parce que en termes d'estime de soi, il est fondamental en fait de pouvoir tout simplement se laver quand ça fait 3 semaines, 3 mois en fait qu'on n'a pas pris une douche. Et je me suis rendu compte que en fait, il n'y avait pas en fait d'organisation qui en fait comblait ce besoin spécifique et notamment celui des femmes. Évidemment, les besoins des femmes sont du coup clairement spécifique. Et du coup, je suis rentrée en France, et quand je suis rentrée en France, en fait, j'ai souhaité faire une formation dans l'humanitaire, et j'ai lancé du coup Humanity Diaspo, avec la volonté en fait aussi de me servir en fait de la tech, puisqu'on fait de la tech for good. Humanity Diaspo étant une ONG humanitaire de développement tech for good et féministe, et de créer en fait un outil qui puisse nous permettre en fait de lutter, en fait, j'ai envie de dire de répondre à tous ces besoins spécifiques. Donc, on a créé une application qui s'appelle Molly Urgence Précarité. Et donc, on a d'abord été incubé à Station F durant 3 ans. Puis ensuite, on a intégré du coup le Philantrolab. Donc, cette application, et pourquoi j'en parle maintenant, parce que je pense que c'est aussi hyper important de pouvoir démontrer que la tech, en réalité, on voit beaucoup d'aspects négatifs, mais en réalité, derrière, c'est l'homme et la femme qui manipulent la tech. Et en fait, c'est nous qui en faisons ou pas, en fait, j'ai envie de dire, des choses positives. Et donc, du coup, cette application, c'est la première application en France de lutte contre la précarité hygiénique, menstruelle et infantile qui aujourd'hui en fait a soutenu, ne serait-ce qu'en région Île-de-France, plus de 330 associations allant des Secours populaires, Croix-Rouge jusqu'à aujourd'hui Médecins du Monde. Et ce projet a été semé en région Grand Est, donc on a la chance de pouvoir soutenir aujourd'hui plus d'une vingtaine d'organisations depuis le mois de septembre en région Grand Est. Et justement, l'objectif c'est de pouvoir donner en fait l'accès à des mamans qui sont dans des centres d'hébergement d'urgence, dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, des femmes qui sont à la rue avec leurs enfants, et des femmes migrantes et des femmes réfugiées, des femmes victimes de violences aussi qui sont mises à l'abri, puisque quand on met malheureusement les femmes en situation victimes de violences avec leurs enfants dans ces centres, elles ont droit à un lit et en fait à des repas, mais elles n'ont pas du tout en fait de produits d'hygiène, et ça c'est un vrai sujet. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à ces organisations d'avoir accès gratuitement pour leurs bénéficiaires à ce type de produits. Et donc, comment aujourd'hui est notamment financé, on parle de générosité, alors pas seulement de générosité au sens don, un peu B2B dans le format dans lequel vous êtes, et comment est financée l'organisation, et est-ce que des opérations aujourd'hui comme Giving Tuesday, c'est quelque chose qui vous met en avant tant auprès d'un certain nombre de donateurs potentiels que dans les liens que vous pouvez avoir, vous parliez de la région Grand Est ou Île-de-France avec différentes autres organisations, comment est-ce que comment est-ce que vous l'utilisez et comment est-ce que vous utilisez cette générosité et d'où vient-elle? Alors pour être tout à fait honnête, depuis le début de l'organisation, en réalité, tout de suite, on a focusé sur les entreprises. Très très rapidement, on a focusé en fait sur comment en fait engager davantage les entreprises et leurs salariés et leurs collaborateurs, puisque nous aujourd'hui c'est plus de 450 000 bénéficiaires depuis le premier confinement, juste en France. On a les mêmes missions en réalité, vous l'avez évoqué, depuis la guerre en Ukraine. On a fait la même chose au Liban avec quand il y a eu l'explosion du port au Liban. Aujourd'hui les victimes du séisme aussi au Maroc. On adresse aussi ces mêmes problèmes, ces mêmes besoins pour les personnes migrantes qui traversent en fait le Maghreb et notamment les
les migrants qui sont du coup passent par la Tunisie et sont envoyés à la frontière libyenne. Vous avez tous et toutes dû voir malheureusement ces personnes qu'on laisse mourir de faim et de soif. Et donc en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite mobilisé les entreprises. On a bien compris qu'en réalité, les financements publics, on allait tous se battre, en fait, j'ai envie de dire, pour le même morceau de gâteau et probablement ne même pas avoir des miettes, puisque quand on arrive en réalité dans ce secteur, évidemment, il y a des organisations traditionnelles qui, du coup, sont subventionnées depuis 20 ans, 30 ans, voire 100 ans et encore plus. Donc, évidemment, toutes les initiatives de type Microdon, Giving Tuesday sont en fait des projecteurs qui permettent en réalité, surtout, et je pense que c'est ça qui est quand même très important, non seulement à des personnes privées de la société civile, mais aussi en fait à des entreprises de dire oh ok super, il y a des associations qui aujourd'hui nous proposent de venir aider. Pourquoi est-ce qu'on ne le proposerait pas à nos salariés? Et en réalité, ça marche extrêmement bien. Pour répondre à la question du Giving Tuesday et notamment des activités qui ont été menées, alors moi je rentre de repos. je vous disais tout à l'heure d'un week-end à Belfast, et là tout à l'heure on m'a dit qu'il y avait une des personnes dans la salle qui fait partie du Philantrolab et qui est aussi bénévole hier. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des distributions étudiantes. Donc depuis le premier confinement, c'est-à-dire qu'en gros, on va leur donner des colis alimentaires, des fruits et des légumes, des kits d'hygiène, des protections menstruelles pour les jeunes filles, et on fait la même chose du coup pour les femmes en situation de précarité et de vulnérabilité, qui du coup elles viennent aussi avec leur bébé pour pouvoir avoir les couches, la taille, enfin bref, le lait et toutes ces choses-là. Donc ici a été menée hier soir, justement dans le cadre du Giving Tuesday, une distribution solidaire pour les étudiants, et vendredi du coup on a fait pour les mamans avec leur bébé. Est-ce que, Rana, vous avez l'impression, vous travaillez beaucoup avec les entreprises, qu'il y a un changement de mentalité de la part des entreprises? Si oui, lesquelles? Comment vous analysez ça dans le contexte actuel? On sait qu'il y a des enjeux qui sont de plus en plus importants. On sait qu'il y a des besoins qui sont de plus en plus importants. Vous ressentez quoi dans le rôle que les entreprises peuvent ou ont aujourd'hui en lien avec vos propres missions? Alors, s'il y a un changement, j'ai envie de dire depuis 2018, en réalité, je pense qu'il y a il y a un changement de mentalité. Il y a aussi un changement dans la volonté d'engager ses salariés. C'est-à-dire que si durant des années des entreprises donnaient un chèque et puis donnaient plus jamais signe de vie, c'est pas du tout en fait comme ça aujourd'hui que ça se passe, en tout cas pour nous. Nous typiquement, et je pense que c'est aussi important de le dire, on a eu via Microdon une entreprise il y a 3 ou 4 ans qui en fait nous a tout simplement vu sur les réseaux sociaux, voyait du coup les actions qu'on menait sur le terrain, et nous a d'abord proposé en fait de venir faire une journée de solidarité, donc avec 200 de ses collaborateurs, c'est l'entreprise Amgen, et en réalité à la suite de cette journée de solidarité, nous a proposé en fait de faire partie des associations qu'il soutenait via Microdon, et donc du coup qui permettaient les retenues sur salaire de leurs salariés. Aujourd'hui ça fait plus de 3 ans, donc au début c'était je pense presque 150 € tous les 3 mois, et aujourd'hui ma trésorière me dit qu'on est aux alentours des 600 €. Donc ça veut dire aussi en réalité que d'autres salariés se font aussi les ambassadeurs, et que tous les ans du coup on mène des actions avec cette même entreprise sur le terrain. Il est hyper important en fait pour eux qu'ils ne soient pas juste considérés comme une banque. Et je pense que ça, c'est très, très important. Depuis la crise sanitaire, on voit vraiment une évolution, en tout cas, un état d'esprit qui est davantage poussé sur engager sur le terrain ses collaborateurs. Et ça, je trouve, alors après, dans la relation que les organisations peuvent également avoir avec les individus en particulier, il y a eu une période où vraiment on voyait les donateurs comme n'étant que des donateurs, et que les choses sont aussi en train d'évoluer sur ce terrain-là. C'est-à-dire que oui, il y a un soutien qui peut être un soutien financier, mais il y a un soutien qui peut aller, ou qui doit aller, ou en tout cas qui doit être proposé par les organisations pour aller au-delà. Ça peut être un soutien d'ambassadeurs, ça peut être un soutien de relais, ça peut être un soutien de promotion de la cause, ou de discussion au travers de la cause. Et ça, c'est extrêmement aussi, c'est un peu dans de cet esprit-là que le Giving Tuesday se développe. C'est-à-dire de pas seulement être dans une logique financière, même si Yael et moi, quand nous avons relancé ce Giving Tuesday en 2018, c'est vrai que cela faisait suite à une baisse au niveau des individus de la collecte de fonds privés en France, et que il était important pour nous en tant que fundraiser de relancer aussi un peu cette dynamique, ou d'essayer de relancer cette dynamique qui aujourd'hui s'étend aux entreprises, s'étend aux autres types d'organisations. Et je trouve que c'est extrêmement, parce qu'on n'a pas souvent cette lumière là sur la mobilisation des entreprises
et de leurs salariés. Je lisais hier soir le communiqué de presse de la Française des Jeux qui nous accompagne de façon en fait assez spontanée. Ça fait la 5e année que la Française des Jeux se mobilise avec 2 organisations que sont, je crois, le Secours Populaire et les Restos du Cœur, en organisant quoi ? Eh bien, un certain nombre de collectes avec leurs collaborateurs et en impliquant leurs collaborateurs et pas seulement dans une logique de chèque. Voilà, je fais les bonnes œuvres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui semble évoluer. Enfin, vous le confirmez, Rana, dans le monde et dans la relation entre les entreprises et les organisations. Microdon, parlons-en. Pierre-Emmanuel Grange, vous présentez, tu te présentes, ou plutôt l'entreprise, comme pionnier de l'engagement citoyen depuis maintenant 14 ans. Ce sont plus de 64 millions d'euros qui ont été collectés depuis le début, pour un total de 1700 associations dans tous les secteurs, on va dire, de la générosité. Le microdon, c'est à la fois l'arrondi en caisse, c'est l'arrondi sur salaire également. Vous avez fait réaliser une étude dernièrement, et on apprend dans cette étude que plus de 4 Français sur 10 ont déjà eu recours à l'arrondi lors de leurs achats, et que ça a été multiplié par 2 depuis 2019. Il y a énormément d'exemples, que ce soit des exemples locaux, que ce soit des exemples nationaux. Qu'est-ce que aujourd'hui tu ressens, et là encore, comment est-ce que tu perçois, que ce soit dans le domaine de la précarité ou que ce soit sur d'autres types de causes, l'évolution du phénomène microdon, du phénomène arrondi et du phénomène de l'engagement d'un public qui était peut-être un peu réfractaire ou qui n'était pas très présent dans la générosité. Est-ce que vraiment microdon et vos outils ont permis d'amplifier le phénomène? On essaye. Bon, déjà bravo pour tout ce que vous faites, c'est incroyable. Peut-être revenir sur 2 chiffres. Il y a 27% des foyers qui déclarent un don en France. Il y a 50% des Français qui sont donateurs en argent, à peu près. Donc bon, on peut encore aller chercher quelques Français sur le sujet. Tu l'as dit, il y a à peu près 44% des Français qui ont déjà fait un arrondi solidaire. Quand on interroge les Français, donc c'est ce qu'on a fait dans cette étude Opinionway, il y a 55% des Français qui se disent prêts à refaire un arrondi ou à faire un arrondi. Donc on pense qu'on peut contribuer à aller chercher ces gens, et en particulier chez les jeunes. Il y a 65% des jeunes, donc des 25-35 ans, qui sont prêts à faire ou à refaire des arrondis. Donc les jeunes, c'est un public cible sur les arrondis solidaires. Pourquoi ? Parce que quand on fait un arrondi, et d'ailleurs l'étude Don en confiance l'évoquait comme un des premiers outils de facilité du don. C'est facile, vous appuyez sur le bouton vert, vous faites vos courses, il n'y a pas d'engagement, c'est instinctif, c'est comme sur les réseaux sociaux, c'est un clic, voilà. Donc on espère par le microdon, par l'arrondi solidaire, contribuer à développer ce que Madame la Ministre évoquait, c'est une nouvelle génération, une génération G, une génération généreuse, et faire venir des gens au don. Donc il y a pas mal de chemin encore à parcourir. Donc sur cette population jeune, on est en train d'y arriver. On vise aussi une autre population, c'est la population des actifs. La semaine dernière, il y avait eu le colloque France Générosité, qui est le grand colloque de toutes, des plus grandes associations en France, qui eux-mêmes ont fait une étude. Et on identifiait que sur la classe d'âge des 35-55 ans, la classe d'âge des actifs principalement, il y avait que 5% de cette classe d'âge qui donnait de manière ponctuelle ou régulière, mais de façon assez conséquente, pas des centimes, des microdons. 5%. Et là, il y a du boulot à faire. Donc après, on a tous nos excuses par rapport aux dons. Cette classe d'âge, je me reconnais aussi dedans. On a nos enfants, on a nos boulots. Je viens d'en sortir. Donc oui, c'est la classe d'âge qui donne plus maintenant. Voilà. Ça y est, j'y suis. Donc cette classe d'âge, on peut aussi aller les chercher, et on le voit avec certains de nos outils comme le don sur salaire cette fois, où les taux de participation ils sont entre 10-15%. Donc on arrive à avoir une plus grande présence dans cette classe d'âge en étant dans les quotidiens des Français. Nous, on pense que c'est ça
le principe de la générosité embarquée, c'est de faire venir la générosité dans les transactions du quotidien. Et parfois, vous connaissez ça, les fundraisers de l'AFF, on dépense beaucoup d'énergie à faire venir des gens sur nos formulaires de collecte de dons, etc. Et bah, nous, le petit pas de côté qu'on a fait, c'est qu'on est allé là où était le flux et on leur dit ah by the way, est-ce que vous voulez contribuer et faire un petit don de quelques centimes. Mais le gros sujet on va dire le plafond de verre qu'on a et qui est un peu le même pour beaucoup d'autres associations, et encore une fois c'était dans ce sondage du don en confiance, c'est le sujet de la confiance. Les Français nous disent bah oui, donner plus, mais à qui on donne, mais pourquoi, et on nous rend pas vraiment compte, etc. Et c'est un petit peu compliqué parfois de rendre compte, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Par exemple, qui a déjà lu un rapport annuel d'une association dans cette salle? Bon, alors, Est-ce que vous êtes tous représentatifs ici? on ne sait pas si on est tous représentatifs, mais il y a... Non, mais faites le test. Alors, la plupart d'entre vous disent OK, ou quasiment OK, faites le test. Prenez une organisation A, B, C ou D. Alors, pas forcément les têtes d'affiche. Allez sur les sites internet et cherchez le rapport d'activité. Je peux vous assurer que vous allez au moins prendre 5 minutes pour trouver le rapport d'activité. Au moins. Quand il existe. Donc, c'est vrai que Donc, en fait, les assos, on leur en demande toujours plus de toujours rendre compte, et ça leur prend de plus en plus de dons, et personne ne veut financer aussi ce retour d'impact, etc. Ça coûte cher de mesurer le retour d'impact, donc c'est un petit peu compliqué. Et quand on l'a produit, ben personne ne le consomme, ne le lit, et c'est aussi compliqué. Et nous, en particulier sur l'arrondi, on dit ouais mais on sait pas à qui on donne. Alors c'est écrit sur le terminal de paiement électronique, c'est écrit sur la PLV. Bon, la PLV elle a une durée de vie dans les enseignes de distribution qui parfois sont de l'ordre de la seconde. Donc c'est un petit peu compliqué d'être visible dans cette chaîne, et on nous donne pas beaucoup de place. C'est compliqué d'avoir de la place dans l'antre de la consommation et de pouvoir dire au consommateur qui est très pressé pour faire ses courses, qui a donné 20 centimes, je vais t'expliquer à quoi on servit ton don, etc. Donc la confiance, et surtout aujourd'hui dans notre société où exacerbé par les réseaux sociaux, le sujet de la confiance il est un petit peu complexe à aborder. C'est un petit peu compliqué pour tout le secteur associatif de construire ce lien de confiance, et on doit collectivement y travailler. Y a-t-il pas, et j'ai absolument pas la réponse à cette question, n'y a-t-il pas dans ces logiques de confiance et d'attente d'un reporting sur l'impact, une espèce de raison d'objection aux dons qui permettrait inconsciemment ou consciemment à certains donateurs de se dire moi j'ai pas de rapport d'impact, donc oui, enfin, on a tous une bonne excuse de pas donner, et certainement celle-ci en est une pour beaucoup. Moi, je pense qu'il y a les associations font preuve de beaucoup de transparence. C'est quand même et c'est même, je pense, une des professions, une des organisations à qui on demande le plus de faire ses preuves ou de rendre compte. Et je pense qu'elles font un boulot assez incroyable sur ce sujet. Toutes les autres professions n'en font peut-être pas autant, mais donc je sais pas si c'est une excuse, mais je pense que on est une culture latine, française, où la solidarité, la philanthropie, la générosité n'est pas encore très développée par rapport à d'autres pays comme peut-être les pays anglo-saxons. Ça va prendre quelques décennies avant de construire ce lien de confiance. Mais je pense qu'il y a quand même des lueurs d'espoir, parce que c'est quand même une des professions en qui on a le plus confiance versus peut-être d'autres professions, politiques ou même journalistes, où parfois c'est encore un petit peu compliqué. Donc dans cette société de défiance, je pense que les associations construisent quand même des ponts intéressants. Quand on est au cœur de ce système et tu parlais de pas de travers que vous faisiez pour aller vers le flux, est-ce que, indépendamment des problématiques de reporting et de démonstration de l'impact, est-ce que quand on donne 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, on se sent engagé en tant que donateur dans une action généreuse, on se sent avoir un impact, par exemple sur la précarité ou sur d'autres sujets? Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez pu percevoir, analyser? Honnêtement, on va pas se mentir. Enfin, les petits ruisseaux commencent à faire les grandes rivières, 15 millions d'euros, mais on est une goutte d'eau dans l'océan, et même dans ce qu'on contribue tous les fundraisers à collecter en France, 15 millions d'euros cette année. Alors c'est pas rien, ça fait des sacrés coups de pouce pour certaines assos. Donc tu parles de précarité, là en octobre, vous avez tous entendu les restos qui ont fait
voilà, un appel relayé ensuite par d'autres grandes organisations. Et en octobre, toutes nos enseignes, elles étaient 36, se sont mobilisées et on a collecté plus d'1 million d'euros pour les restos, la Croix-Rouge, la Fondation Abbé Pierre, etc. Donc voilà, ça contribue. On est des petits, on est des coups de pouce. Et encore une fois, voilà, moi je pense que l'arrondi, c'est de l'ordre du réflexe solidaire, de la petite BA, la bonne action au quotidien. Bon, c'est des centimes que, bon, on paye tout par carte bleue maintenant, mais qu'on aurait pu perdre et qu'on rattrape et qui ne sont perdus plus pour grand, enfin qui sont récupérés, on va dire, pour les associations. Mais le vrai impact, non, c'est les dons qui sont un petit peu plus conséquents. Mais je pense que c'est plus à moyen et à long terme qu'on va avoir un impact. Microdon, c'est de contribuer encore une fois à développer cette génération, la culturation aux dons et la génération généreuse. C'est ça, c'est un peu à l'instar du Giving Tuesday. Et ce que nous essayons tous de faire quand on fait la promotion aujourd'hui de la générosité sous toutes ses formes, c'est aussi mettre voilà un peu la graine au cœur de l'ADN de cette future génération pour qu'elle ait ce réflexe-là, que ce soit en faisant ses courses, que ce soit en allant sur Internet et en faisant un don à une organisation A, B ou C, que ce soit et je sais qu'ils sont également partenaires encore cette année en devenant bénévoles et en allant s'inscrire ou trouver une mission sur jeveuxaider.gouv.fr. Voilà, je pense que et c'est important, en tout cas pour nous, Yael, moi, l'équipe du Giving Tuesday, qu'on soit dans ces logiques-là où on essaye, même si c'est petit à petit, pas à pas, de faire en sorte d'inclure la générosité dans un espèce de quotidien, parce que bien sûr voilà, on est aujourd'hui 28 novembre, c'est le Giving Tuesday, plus de 150 pays, des millions de personnes en France, oui, en France, mais dans le monde sont en train de célébrer cette générosité, et demain, c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est demain, après-demain. Bah oui, c'est ça, c'est contribuer à infuser, diffuser, prouver aussi que ça fonctionne, que ça marche. Pour moi, j'aime bien cette image du pied dans la porte de vendeur d'aspirateurs. On a réussi à aller, et ça a été une grosse galère, hein. Tu nous connais depuis le début, mais on a mis un petit peu de temps à vendre aux distributeurs alimentaires qui étaient très soucieux de leur temps de passage caisse, cette mécanique d'arrondi solidaire. Donc ça a pris beaucoup de temps. Donc maintenant, on est dans 45 enseignes, 12 000 magasins. On peut encore développer. D'ailleurs, en résonance au Black Friday que tu évoquais, le Giving Tuesday, nous, il y a des enseignes qui commencent à abonder sur les dons. Donc chez Nature et Découverte, en ce moment, en résonance au Black Friday, ils ont décidé, eux, d'abonder et de doubler les dons de leurs salariés, de leurs citoyens consommateurs. Naturalia le fait également. Et nous, on a aussi envie de prouver, et ça c'est la partie un petit peu tech for good, je te rejoins là-dessus, que la générosité embarquée, on arrive à en mettre en place des mécaniques. Par exemple, moi, c'est un petit sujet qui m'intéresse, c'est la taxe Tobin, la taxe sur les transactions financières, etc. Parmi les raisons qu'il y a de la non mise en œuvre et à soi-disant des raisons techniques, etc., nous, on a envie de dire, bah ouais, mais si vous voulez, on veut bien vous présenter ce qu'on a déjà fait. Nous, on s'est interfacé avec tous les systèmes d'encaissement, tous les systèmes de paye des grandes entreprises. Nourrissez-vous un petit peu sur la partie technique de ce qu'on a pu faire, etc. Et peut-être aussi que ce type d'initiatives vont donner ensuite envie ou vont permettre de contribuer à développer d'autres mécaniques de philanthropie ou de générosité comme... C'est ça. Je pense que on est entre guillemets qu'au début d'un certain nombre de nouvelles formes de générosité et de mobilisation, et c'est bien ce qu'il faut aussi continuer à inventer. Dernière ou avant-dernière question, peut-être pour faire aussi pendant par rapport à la question que je posais à Rana. Franprix a été une des premières enseignes du groupe Casino qui va pas spécialement bien aujourd'hui, mais en tout cas il y a maintenant 15 ans qui vous a suivi. Est-ce que tu sens là aussi que les choses ont énormément évolué dans ce sens-là par rapport aux enseignes qui sont par définition très business? Est-ce que tu as senti une vraie capacité, volonté à avancer vers ces logiques de générosité spécifiques avec l'arrondi en caisse notamment? Bah, alors j'espère qu'il y a pas d'enseigne ici. Mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une enseigne qui avait décidé d'être la première à retirer les sacs plastiques des supermarchés. Et après, elles ont toutes suivi.
il y a un phénomène un peu de suiveur dans les enseignes de distribution. Et là, voilà, Franprix, maintenant on est chez Auchan, on est chez Carrefour, on est chez Monoprix, on est dans beaucoup et on espère... Et même certaines, parce que c'est aussi une pratique, elles copient aussi eux-mêmes et font elles-mêmes par elles-mêmes. Il y a aussi des enseignes qui l'ont fait sans nous, et tant mieux. Donc on espère que ça va devenir maintenant quelque chose de quasi, enfin comme le sac plastique qui a disparu, qui va apparaître partout, quoi. C'est Rana, pour conclure avec vous, c'est logique de suiveur. Vous avez perçu ça dans le monde de l'entreprise, des organisations qui du coup peut-être venaient à vous ou étaient en lien avec vous, un peu au départ en tout cas par suivisme. Est-ce que c'est des choses que vous avez perçues ou pas du tout? Clairement. Donc en vrai. À l'époque, ce qu'on s'était dit, c'était, on va pas prendre une toute petite entreprise, on va viser gros. On va toujours viser plus gros. Et en fait, on s'est rendu compte que dès lors qu'on avait de très très grosses boîtes, donc nous on a commencé à bosser avec L'Oréal. Dans la foulée, on a eu Microsoft. En gros, on s'est dit, on va pas commencer par les petites parce qu'en fait, les petites, elles ont besoin d'avoir une organisation qui elle-même a déjà une très grosse visibilité. Or, les très grandes, elles s'en fichent. Elles ont pas besoin de nous pour faire leur pub. Et donc, il s'avère que du coup, les grosses entreprises, dès qu'il y en a une, il y a une deuxième, une troisième, tout le monde en fait veut prendre le train en marche. Et donc du coup ça a été la stratégie qui a été adoptée. En réalité, moi vraiment j'insiste, quand souvent on me dit comment tu fais, je dis en fait allez taper aux portes des entreprises, engagez-les. Moi je sais quand j'ai un rendez-vous avec une entreprise, je la lâche pas, je demande 3 choses. Donc une des 3, voire les 3, c'est soit nous, par exemple, imaginons, je sais pas, c'est une entreprise qui travaille dans l'hygiène ou que sais-je encore, de nous donner des produits d'hygiène, de nous prêter, j'ai envie de dire de la main d'œuvre, puisque quand on a 200, imaginez-vous toute une journée salariés qui produisent des kits d'hygiène, ça en produit des milliers. Si moi demain je devais le faire, en réalité on serait genre 2-3 salariés, on devrait le faire pendant 6 mois non-stop. On est d'accord. Alors que là en fait c'est un vrai coup de pouce et concrètement ils voient à quoi ça sert. Donc puisqu'ils assistent aussi aux distributions et on leur dit sinon vous nous donnez de l'argent, mais dans tous les cas en fait je les lâche pas et c'est sûr qu'à la fin ils vont nous donner un des 3. On leur laisse pas le choix en fait tout simplement. Ouais. Et ils sont très contents de le faire. C'est excellente stratégie. C'est comme ça que ça marche, c'est ça? On n'a pas le choix en réalité. À un moment donné, il faut être tout à fait honnête. Il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, la précarité depuis la crise sanitaire, évidemment, il y a une très forte croissance de la pauvreté. Or, il s'avère aujourd'hui, c'est qu'en plus de cela, on a quand même des mamans qui sont des mamans isolées, qui ont un travail, qui ont un logement et qui aujourd'hui sont en situation de très grande précarité. Donc aujourd'hui, majoritairement, il y a des personnes qui viennent chez nous et qui sont dans ces situations-là, alors qu'il y a 3-4 ans avant le confinement, on n'avait pas ces personnes-là. Donc malheureusement, et c'est quelque chose qui est extrêmement invisibilisé en France, la paupérisation de la population française. C'est un vrai sujet. Tout à l'heure, la ministre évoquait le sujet du déterminisme social et vous savez, des générations. On dit qu'il faut au moins 6 générations pour sortir de la pauvreté. Moi, je suis issue de la pauvreté, première génération de l'immigration. Je suis clairement transclasse en réalité. Avec une maman qui sait ni lire ni écrire, j'ai fini à la Commission européenne, mais en réalité, les contraintes, elles sont d'une violence inouïe. Il faut en découdre, il faut en vouloir plus que les autres tout le temps, et j'ai envie de dire, heureusement, la France nous laisse cette possibilité et ces chances-là. Merci de cette conclusion. Je crois qu'on peut être aussi extrêmement fier de ce que vous avez dans chacun de vos secteurs et de vos missions mis en place, que ce soit vous, Rana, ou toi, Pierre-Emmanuel, au sein de Microdon. Merci à tous les deux, de cette table ronde et de vos expériences. Merci de votre mobilisation dans le cadre du Giving Tuesday. Vous savez que je répète, Yael, moi, l'équipe, c'est extrêmement et super important qu'on vous ait là aujourd'hui, mais surtout demain, après-demain et après-demain. Bravo pour ce que vous faites. Merci encore d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais appeler à mes côtés Pauline, Philippe et Patrick et vous proposer de vous installer et on gardera un temps en fin de matinée pour vos questions avec les différents intervenants et intervenantes de cette matinée. Donc, je me présente rapidement. Je suis Sandrine Nazos, responsable de la communauté du Philantrolab. Je suis ravie d'accueillir nos intervenants suite à cette première table ronde.
On a souhaité, avec les équipes de Giving Tuesday et l'équipe du Philanthrolab, au lendemain de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et dans le contexte d'arrivée des JO Paris 2024 que vous connaissez tous, faire aussi un focus sur le sport et le handicap pour une société plus inclusive. On a voulu se demander pourquoi la générosité doit contribuer à une société plus inclusive et comment le sport et le handicap sont des outils et des vecteurs pour cette société-là. Comment un outil comme le Giving Tuesday peut permettre de contribuer à cet effort. Et donc pour cela, on accueille 3 profils différents, 3 projets différents, mais vous le verrez complémentaires et qui sont tous orientés dans une même direction et vers un même objectif, celui de faire une société plus juste, plus vivable pour toutes et tous, une société qui donne sa place à chacun et chacune, sans privilège ou exclusion. Et donc je suis très très heureuse, notamment au nom du Philanthrolab, j'ai une petite fierté en pilotant le programme d'incubation d'accueillir 3 générations différentes de programmes qui sont passés par l'incubateur du Philanthrolab. Comme l'a dit Olivia en introduction de cette journée, au-dessus de vous, il y a des plateaux de coworking avec des porteurs de projets associatifs, mais il y a aussi des porteurs de projets associatifs, donc d'associations ou de fondations et de fonds de dotation que l'on accompagne pendant 10 mois pour les outiller, leur permettre de se professionnaliser, pour développer leurs actions, les pérenniser et augmenter leur impact. Et ici, nous avons donc 3 générations. Pauline Lemoueli, qui est fondatrice et directrice générale de Graines de Footballeuses, et actuellement incubée au Philanthrolab. Patrick Rizzo, qui remplace, et je le remercie, Florence Jarlier, au nom de Special Olympics France comme administrateur. Et Philippe Lesqueren, qui est fondateur du fonds de dotation Kilema et qui était incubé l'année dernière au Philanthrolab. Je vais vous passer la parole chacun d'entre vous, en commençant peut-être par toi, Pauline. Je vais te proposer de nous présenter tout simplement ton association, sa genèse, les constats que tu as faits et qui ont mené à la création de cette association et comment, pourquoi pour toi le sport est un vecteur d'inclusion. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sandrine pour cette présentation. Merci au Philanthrolab. Comme tu l'as dit Sandrine, je suis incubée cette année et pour l'association, c'est une chance absolument formidable. Donc déjà, je voulais commencer cette intervention en remerciant toutes les personnes du Philanthrolab. C'est super important pour nous. Donc je suis la directrice générale de Graines de Footballeuses. Graines de Footballeuses, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui promeut le football auprès des jeunes filles et des femmes et qui se sert du sport comme levier d'émancipation pour les jeunes filles et les femmes. Mais il n'y a pas seulement cet objectif d'émancipation, il y a aussi 2 autres objectifs. Parmi ces 2 objectifs, il y a l'inclusion. En effet, on se sert du football pour faire en sorte que des jeunes filles qui viennent de quartiers complètement différents, de villes différentes, d'horizons différents, puissent échanger, se connaître et apprendre entre elles sur un terrain de foot et en dehors. Et puis le 3e objectif, c'est le sport santé. Parce que malheureusement, les adolescentes sont les plus susceptibles d'être tenues à l'écart des terrains de sport et encore plus des terrains de foot. Donc c'est super important. Juste pour dire quelques mots sur l'association, en fait, ça vient de mon histoire personnelle. C'est important de le savoir pour comprendre pourquoi on fait tout ça et pourquoi je fais tout ça. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans et puis je viens de Normandie. Et en fait, quand j'ai commencé le football en Normandie, donc il y a 20 ans, en fait, j'étais la seule fille dans mon équipe de foot. Autour de moi, il n'y avait aucune fille qui jouait. Puis surtout, il n'y avait pas d'infrastructure autour de chez moi. J'avais aucun rôle modèle, je savais pas qu'il y avait une équipe nationale, impossible de le savoir. Et puis de mes 7 ans à mes 13 ans, en fait, malheureusement, dans la cour de récré, à chaque fois, on me disait mais toi, t'as pas ta place sur un terrain de foot, et puis tu joues avec les garçons, t'as rien à faire ici. Et malheureusement, encore une fois, j'avais pas de rôle modèle autour de moi, donc je pouvais pas me raccrocher à ça, je pouvais pas me dire ah mais en fait j'ai ma place. Et puis en fait à mes 13 ans, par manque d'exemples et puis aussi surtout comme je l'ai dit avant par manque d'infrastructure, j'ai dû arrêter le foot parce que j'avais intériorisé tous ces préjugés discriminants qui me disaient mais en fait t'as pas le droit d'être sur le terrain, t'as pas ta place. Puis là je fais un bond quelques années plus tard, donc j'ai arrêté le foot et puis j'arrive à Paris. Mais bon, j'ai jamais lâché cette idée de me dire que ce sport c'est fait pour moi et en fait j'ai le droit d'être à cette place-là. J'arrive, je fais un stage à Paris et puis là j'ai des collègues qui jouent au foot. Et puis bien sûr je dis moi j'aimerais bien jouer avec vous, ça peut être super. Et la première chose qu'on me dit c'est
mais si tu joues au foot, c'est que t'as du niveau, toi. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est étrange, quand j'étais petite, je me suis retrouvée éloignée des terrains. Puis là, en étant une femme, on me dit que si je dois jouer au foot, si je peux jouer au foot, c'est parce que j'ai un niveau supplémentaire. Et je me suis dit, en fait, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que le simple sport. C'est sociétal. Pourquoi une jeune fille, une femme, on lui demande toujours de surprouver quelque chose pour avoir sa place? Et puis là, je fais un autre bond. Quelques années plus tard, je coach des jeunes filles, parce que j'ai appris le foot, je suis à Paris. Et en fait, en coachant ces jeunes filles, qui avaient 10 ans, 11 ans, je me rends compte que, tiens, c'est bizarre. Il y a 15 ans qui nous séparent, voire plus. Et puis, elles viennent me voir au foot et me disent « Ah non, mais Pauline, moi, dans la cour de récré, on m'a dit que je pouvais pas être là. » Et on me dit aussi « Ah non, mais Pauline, moi, plus tard, je peux pas être une femme, avoir des enfants et jouer au foot, c'est impossible. » Du coup, je me suis dit « Ok, donc là, il y a quelque chose. » On dit que voilà, les mentalités ont progressé, ont avancé, mais il y a quand même des problèmes de fond. Il y a une barrière qu'on ne voit pas, c'est la barrière de la confiance. Et malheureusement, une jeune fille, une femme, tout au long de sa vie, elle intériorise des préjugés discriminants qui la tiennent à l'écart des terrains de foot, mais pas seulement, en fait, qui la tiennent à l'écart de plein d'autres terrains, y compris des terrains professionnels. Donc aujourd'hui, concrètement, on propose des programmes à des jeunes filles de 3 à 18 ans pour leur montrer qu'elles ont la place sur un terrain de foot et finalement sur tous les autres terrains. Et donc, on les accompagne dans leur vie de footballeuse, mais aussi dans leur vie de jeune femme en leur donnant les outils pour montrer qu'elles sont formidables et qu'elles ont raison d'être à cette place et qu'elles n'ont pas à attendre qu'on leur donne la place. Elles vont aller la chercher, cette place. Voilà pour Graines de footballeuse. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc je note que en fait Graines de footballeuse, c'est pas juste le sport et les petites filles, c'est vraiment multidimensionnel. On parle d'inclusion ici sur cette table ronde, donc on est sur de la mixité sociale, sur de l'intergénérationnel, sur de la mixité de genre, donc ça va bien plus loin. Est-ce que tu peux nous dire quels sont des modèles d'action, des actions concrètes de ce que tu proposes avec ton action, et dans un deuxième temps tes modèles de financement, comment est-ce que tu fais vivre ces programmes? Complètement. Alors, des exemples d'activités qu'on fait au quotidien, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, il y a le baby-foot féminin. Pourquoi on fait du baby-foot féminin? Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, une jeune fille, tout au long de sa vie, elle intériorise des préjugés discriminants. Et en fait, on s'est dit, mais à partir de quand ça se fait ça? Et en fait, ça se fait dès la cour de récré, en maternelle. Parce que c'est super violent pour une petite fille de se dire, ah mais non, mais en fait, cette partie de la cour là, je peux pas y aller. J'ai pas le droit. Et donc du coup, on s'est dit que il existait des sections mixtes dans les clubs, c'est vrai, mais à chaque fois il y a juste une fille qui est là, et malheureusement, comme elle a pas pratiqué dans la cour de récré, et aussi comme à la maison, on met beaucoup plus spontanément un ballon dans les pieds d'un petit garçon que dans les pieds d'une petite fille, il y a déjà des écarts super conséquent en fait. Et donc nous, tous les samedis, vous pouvez venir nous voir, on est dans le 17e, le 18e, le 14e et le 13e. On dispense des séances à des petites filles de 3 à 6 ans. Donc ça, c'est pour les toutes petites, vraiment pour leur montrer dès le plus jeune âge qu'elles ont raison d'être là. Et puis, un autre type d'action, ce sont des stages qu'on dispense pendant les vacances scolaires pour les jeunes filles qui ne partent pas en vacances. Dans le 18e arrondissement, on propose des stages de football. Donc tous les matins, les jeunes filles font du foot avec nous, mais pas que. À chaque fin d'entraînement, elles ont des ateliers de prise de parole, parce que comme je le dis, elles sont formidables, mais malheureusement, on leur donne pas les outils pour le montrer. Elles n'ont pas confiance en elles aussi. Donc à chaque fin de séance, elles ont des ateliers de prise de parole et elles parlent devant un groupe et apprennent à construire un discours. Au-delà de ça, tous les lundis après-midi, il y a une femme qui vient leur expliquer leur métier, parce qu'il y a cette dimension insertion professionnelle aussi qui est super, super importante. Et puis, bien sûr, ce sont des citoyennes qui doivent être alertes sur plein de sujets. Et donc, chaque semaine de vacances scolaires, il y a un sujet qui est retenu, une grande cause qui est retenue. Donc par exemple, là, à cette même période, l'année dernière, pour le stage de décembre, elles ont toutes écrit une lettre à une personne âgée isolée. Par exemple, au mois de juillet, la cause retenue était le handicap, et donc elles ont dispensé une séance à de jeunes handicapés mentaux, et on a travaillé avec une association partenaire tout au long de l'année. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment le foot chez nous, il est vraiment accessoire. Moi, j'adore le football, mais c'est vraiment un moyen pour nous de les sensibiliser,
de leur donner des outils, surtout qu'elles soient fières de ce qu'elles sont et fières de ce qu'elles font. C'est super important. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, comment tu finances tes actions? Alors moi, il y a une particularité de l'association, c'est que les premiers mois, la première année, on a vraiment fonctionné sur du financement participatif. Donc voilà, c'est important de le signaler aujourd'hui. Le don a constitué, on va dire, la première année 80% des revenus de l'association, et c'est pour ça que c'est très important pour nous. C'est encore une source de financement conséquente. Actuellement, je le dirais plus tard, mais bien sûr après il y a le mécénat. Voilà, on a des entreprises partenaires qui nous aident énormément dans notre démarche, et je pense que si elles n'avaient pas été là, on n'aurait pas grandi autant, puisque l'association a seulement 3 ans aujourd'hui. Donc voilà, on a des programmes qui fonctionnent, et c'est grâce au mécénat qu'on a pu en arriver là. Et une dernière question pour toi, qui est vraiment liée à notre sujet du jour. Comment est-ce qu'un mouvement comme le Giving Tuesday peut aider justement tes actions? Est-ce que tu as une actualité, par exemple, à nous présenter? Eh bien oui, Sandrine, on a une actualité aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on organise des stages. En fait, on a voulu aller plus loin. Là, on lance aujourd'hui, du coup, officiellement un nouveau projet qui s'appelle La Colo des Possibles. Et donc, c'est une colonie de vacances pour 20 jeunes filles qui ont entre 10 et 14 ans. On va les emmener en Auvergne cet été, juste avant les JO, du 8 au 20 juillet. Et on lance aujourd'hui notre campagne de financement participatif. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, et j'espère que voilà, le Giving Tuesday va nous aider dans cette démarche. En tout cas, c'est un grand moment pour nous, une grande nouvelle et une grande avancée. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. On l'a vu, c'est évident, je pense, quand on t'entend, le sport, c'est un instrument d'intérêt général qui permet de l'intégration, l'éducation, l'insertion, l'émancipation. C'est aussi un outil qui contribue à une société plus inclusive pour les personnes porteuses de handicap. Et du coup, je me tourne vers Patrick, qui est administrateur donc de Special Olympics France. Je vais te proposer de nous présenter la structure, ses missions, les constats dont elle est partie et sa spécificité. Bonjour à tout le monde, et merci aux philanthropiques de nous permettre et de nous donner l'opportunité de présenter cette association. L'association est originaire, plutôt le mouvement est originaire des États-Unis. Il a été créé il y a 55 ans par la famille Kennedy, qui était confrontée au problème, je voudrais même pas appeler ça un problème, qui était confrontée au handicap mental. Et l'association a été créée en France il y a 20 ans, tout juste en 2003, et ce mouvement est présent dans 172 pays dans le monde et permet, à travers le sport, puisque notre véhicule pour justement participer à l'acceptation, à l'intégration des personnes vivant avec un handicap mental. C'est le sport que l'on a choisi comme vecteur d'inclusion, d'acceptation, et notre vocation, c'est de faire changer le regard des autres. Le handicap mental, bon, il y a différentes formes de handicap. On est beaucoup plus à l'aise, je dirais aujourd'hui, et on a beaucoup progressé sur le handicap physique, y compris dans les entreprises. Mais le handicap mental est quand même beaucoup plus difficile. Et souvent, les personnes ont un peu de mal avec le handicap mental parce qu'ils se sentent pas très à l'aise quand ils sont confrontés à des personnes vivant avec un handicap mental. C'est pour ça que nous avons choisi le sport pour permettre à ces handicapés vivant avec un handicap mental de mieux s'affirmer, d'avoir moins peur, d'aller vers les autres, et rien de mieux que le sport pour réussir ce challenge. Voilà. Et donc concrètement, quel type d'action est-ce que vous menez? Comment ça se traduit sur le terrain? Et est-ce qu'on a pas des mesures d'impact, mais des illustrations un peu de la façon dont le sport permet aux personnes porteuses de handicap de mieux s'intégrer dans la société sans créer ces mondes séparés entre valides et personnes avec des difficultés? Alors, tout le monde connaît les vertus du sport pour la santé, pour développer la mobilité, que ce soit pour les valides ou les personnes vivant avec un handicap. Mais le sport a d'autres vertus qui permettent justement d'aller vers les autres, de partager dans je dirais
la partie physique du sport, mais ça contribue en tout cas pour les personnes vivant avec un handicap mental d'être un peu mieux reconnues, d'être plus à l'aise en société et les vertus du sport. Alors nous, on fait pratiquer le sport à ces personnes de tous les âges, pas dans un souci de compétition. Le principal, nous, c'est de partager un moment. Dans nos compétitions, tout le monde a des médailles. Donc ça, c'est pas finir premier. On fait pratiquer donc ces personnes sur différentes disciplines sportives qui vont de la natation, du basket, mais des fois pour ceux qui ont un handicap un peu plus élevé, du simple jeter une balle ou faire des gymkhana. Le principal, c'est de participer. Et on fait des manifestations dans lesquelles on regroupe plus de 1000 personnes vivant de handicap de tous les âges et qui pendant 2-3 jours vont partager des bons moments, vivre, alors faire des défilés, même si c'est symbolique, mais elles vivent concrètement, elles partagent avec les éducateurs, les familles, ces moments de partage. Alors ça, c'est la partie ce qu'on organise pour ces personnes vivant de handicap. On organise donc des compétitions. Alors je parle de l'événement national tous les 2 ans où on regroupe 1000 athlètes, mais également on organise tout au long de l'année des matchs de rugby, des compétitions de natation, d'athlétisme, de basket, voilà, qui permet de faire participer nos athlètes. Alors ça, c'est ce qu'on vit en interne, mais notre objectif, c'est aussi de faire la promotion et faire rentrer le handicap dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'on sollicite les entreprises pour organiser des compétitions entre leurs salariés, qui sont des compétitions de course, puisque c'est quand même très à la mode en ce moment. Et donc, on fait rentrer le handicap et la visibilité de notre association dans les entreprises par ce biais. Et de plus en plus, on fait participer à ce qu'on appelle des opérations de sport unifiées. C'est-à-dire que dans une même, je vais pas appeler ça une compétition, dans une même manifestation sportive, on mélange des personnes vivant avec un handicap et des salariés dans des matchs de basket, dans des courses d'orientation, dans des compétitions de triathlon. On mixe ces équipes et il n'y a pas meilleure façon de faire entrer le handicap dans l'entreprise et de changer ce fameux regard des autres. Quand une équipe de basket avec 3 handicapés plus 2 valides jouent ensemble, quand vous voyez comment ils ressortent, c'est complètement différent. Et là, on estime qu'on a fait quelque chose. Alors, on se sert du sport aussi, mais on organise aussi à l'intérieur de nos manifestations, quand on regroupe nos athlètes, des diagnostics santé dans 3 domaines: la vision, la podologie et l'audition. C'est-à-dire que tous nos athlètes passent par des ateliers qui sont animés par des bénévoles professionnels de ces domaines de santé et où on va diagnostiquer, où on va aider à la fois les éducateurs et les parents à trouver des solutions. Mais vous pouvez pas vous imaginer, sur 1000 athlètes, on arrive encore, c'est ce qui est un peu dommage, à détecter 20-30% d'athlètes qui souffrent d'audition, qui souffrent de vision, sur lequel on va leur donner des lunettes. Et ça, c'est aussi notre mission. Voilà, pendant ces échanges. Voilà un peu nos différents domaines d'action. Et du coup, si je comprends bien, vous avez un statut un peu particulier. Vous êtes une franchise finalement d'association qui est née aux États-Unis. Donc, est-ce que ça a des spécificités sur les financements des associations, et quels sont vos différents leviers qui permettent de financer ces actions ? Alors, le fait de participer à ce mouvement qui a quand même une résonance mondiale nous donne un peu plus de visibilité, peut-être un peu plus d'accès au mécénat, puisque nos ressources, elles sont comme toutes les associations, je dirais, liées à la générosité de nous. C'est plutôt les entreprises qui sont... alors, à travers nos courses solidaires, on organise 15 grandes courses où les entreprises inscrivent des équipes moyennant un financement. Et puis ensuite, on a des sponsors, des mécènes qui participent au financement. Notre financement, c'est 90% de dons privés. Alors, un petit peu de subventions publiques, pas assez à mon goût, puisque je suis non seulement administrateur, mais trésorier, donc au cœur de rechercher, parce que nous, c'est l'argent que nous confient les entreprises, voire les particuliers, c'est nous, chaque fois, on l'utilise
pour organiser des événements. Donc voilà, c'est notre mission, c'est d'organiser des événements et faire participer des personnes souffrant de handicap. Donc nous, on a besoin de ce moteur, de ce carburant, à la fois pour organiser, et puis aussi une association, ça vit avec aussi une équipe, même si elle est plus restreinte. Donc c'est aussi pour financer l'équipe qui va organiser toutes ces opérations. Donc, alors on essaie justement, les entreprises aujourd'hui, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, elles se contentent plus de faire un chèque. Elles veulent donner du sens à leurs dons. Et la personne précédente qui parlait de ça, elles veulent donner du sens. Donc le chèque, ça suffit plus. Donc il faut justifier notre action. Et aussi, elles analysent les dossiers parce qu'elles sont sollicitées par plein d'associations. Ce qu'elles regardent, notamment, un des points qu'elles critèrent, au-delà de la cause, c'est comment est utilisé leur argent. Et ce qui est point important dans les associations, c'est le pourcentage dédié à, je dirais, l'administration qui est indispensable, et ce qui est vraiment, qui va sur la cause finale. Donc ça, c'est important à souligner. Donc, je sais plus quelle était la question. Non, c'est sur les modèles de financement et la façon. Voilà, donc nous, c'est 90% du privé et... Et du coup, comment est-ce qu'un mouvement comme le Giving Tuesday peut aider peut-être à donner un coup de boost à une campagne particulière, à une action particulière, à contribuer au financement? Alors nous, c'est une formidable initiative parce que dès qu'on a de la matière, dès qu'on a un flambeau, dès qu'on a quelque chose qui nous permet d'utiliser, on utilise ce mouvement, enfin toute la semaine du handicap en France, plus le Giving Tuesday, pour se servir un peu de clé d'entrée dans les entreprises. C'est un véritable support et on en bénéficie et on l'utilise. On essaie de l'utiliser de plus en plus parce que effectivement ça a de plus en plus de résonance et on le voit par toutes les initiatives et on se raccroche à ça et merci à vous et ça nous permet de faire remplir la cagnotte, ni plus ni moins. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a organisé un challenge connecté, puisque la plupart de nos opérations c'est des challenges physiques. Mais là, pour toucher encore plus de monde, on a utilisé via des applications pour les runners. Vous êtes habitués à ce type d'application. Donc les entreprises se sont inscrites, ont inscrit leurs salariés qui se challengent en mesurant leur nombre de pas, le nombre de kilomètres parcourus, et verse à l'association une participation. Donc là aussi, c'est une manière de contribuer. Et donc, ça nous permet, cette opération Giving Tuesday, d'ouvrir des portes. Et ça, on se rend compte de l'impact. Et les entreprises sont très sollicitées, donc on a besoin d'une accroche. Et ça fait partie des accroches qu'on utilise et qu'on va utiliser sans doute de plus en plus, vu le succès de cette année sur notre challenge, puisqu'il y a 600 inscrits. Donc c'est une belle opération, mais on peut faire beaucoup plus. Aujourd'hui, comme quelqu'un le disait en préambule, que 2% des entreprises font des dons dans du mécénat. Donc il en reste 98%. Donc ce qui veut dire qu'avec ce type d'initiative, ça permet d'ouvrir et puis de grignoter quelques pourcents d'année en année. Merci beaucoup. Philippe, je vais me tourner vers toi parce que dans les vecteurs d'inclusion, donc on l'a vu, il y a le sport. Quand on parle de handicap, on pense souvent mobilité, même si on sait que, si je dis pas de bêtises, 80% des handicaps sont invisibles, et ça touche aussi les handicaps intellectuels, cognitifs, et donc l'accès à la culture, c'est aussi un vecteur d'inclusion et un vrai défi pour les personnes porteuses de handicap. Je vais te laisser présenter Kilema et le fonds de dotation Kilema pour nous partager toi aussi ton constat, tes observations et ce qui a donné naissance à Kilema et à sa mission. Alors d'abord, merci de nous inviter et de nous donner l'occasion de présenter le projet. Merci aussi au Philantrolab, puisque, comme tu le disais, on a été incubé dans la précédente promotion et que c'est un outil formidable pour la philanthropie en général et pour le passage à l'échelle, comme on dit, des projets et des projets comme les nôtres. Alors, on parlait de sport pour l'inclusion au sens large ou pour le handicap. Nous, ce que l'on pense, c'est que la culture
est le moyen commun et le bien commun que l'on peut partager et qui permet réellement l'inclusion. Alors quand on parle d'inclusion, on parle de beaucoup de choses. Nous, on le vit familialement puisque j'ai une fille qui a une trisomie 21, qui a 18 ans aujourd'hui, et on s'est rendu compte depuis sa naissance, sans vraiment réfléchir à ce qui permettrait de faire de l'inclusion, mais on a au moins constaté ce que c'était réellement l'exclusion. L'exclusion, c'est plein de choses dans les musées, la non-accessibilité à la lecture, à la culture en général. Le sport, enfin, il y a plein d'exclusions, en particulier pour les personnes en situation de handicap intellectuel, comme ma fille. Et il y a 2 ans, on s'est dit familialement qu'on allait, plutôt que de constater, on allait proposer. Alors proposer quoi? C'est de rendre accessible la culture et en particulier la littérature aux personnes en situation de handicap intellectuel, parce que vous parlez de Molière, tous les gens qui sont ici savent de qui on parle. S'il y avait une personne, malheureusement, qui n'est pas là, ma fille est à l'école, mais si elle était là, Molière, pour elle, ça veut rien dire. Mais non pas qu'elle n'est pas capable de comprendre une pièce de Molière, c'est qu'on lui a jamais présenté. Et pourquoi on lui a jamais présenté? Parce qu'il n'existe pas en France aucun ouvrage facile à lire et à comprendre. Aucun ouvrage adapté à sa compréhension et à son niveau de compréhension. Alors, donc on s'est dit, on va faire ça, on va commencer par traduire tous les ouvrages de la littérature classique en facile à lire et à comprendre. On a donc créé, pour ça que là on présente le fonds de dotation, mais on a créé une maison d'édition qui traduit des livres en facile à lire et à comprendre. Maison d'édition s'appelle Kilema, et qui donc met à la disposition et rend accessible des ouvrages pour les personnes en situation de handicap, pour eux et évidemment pour leurs accompagnants. L'idée, c'est de leur permettre par la culture, de partager quelque chose avec tout le monde et donc de permettre leur inclusion. Alors c'est vrai pour le sport, évidemment. Mettre des gens sur un même terrain de sport, ça permet de partager un moment. Vous parliez de moments et d'événements. Nous, on pense que ça suffit pas. Il faut aussi partager, comme je le disais, la culture. Alors donc Kilema, c'est une maison d'édition, c'est un fonds de dotation qui permet, parce que là, il y aurait beaucoup de choses à dire et beaucoup de plaidoyer à monter pour aider les grands projets et les projets associatifs ou philanthropiques à se financer. Je vais répondre après à ta question sur les financements. Mais donc, on a dû créer cette maison d'édition, un fonds de dotation pour récupérer des financements privés et puis une organisation associative pour récupérer des financements publics. Et moi, c'est quelque chose sur lequel vraiment dans cette journée sur la philanthropie, je voudrais vraiment insister, c'est que en France, il est très compliqué de récupérer, alors on l'a dit, il est très compliqué de récupérer de l'argent, parce que les gens ne sont pas forcément ouverts aux dons et à la générosité, mais il est compliqué mécaniquement et légalement d'organiser des projets comme les nôtres. Donc, je veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais j'aimerais que à l'occasion d'une organisation comme celle-ci, de Giving Tuesday, on ne soit pas là que pour demander de l'argent et de faire appel à la générosité. C'est bien, c'est évident, mais aussi pour réfléchir à faire évoluer la société et à faire évoluer aussi les mécanismes de récupération des financements. Donc, je ne veux pas m'étendre sur le projet Kilema. Vous avez la possibilité, évidemment, de donner au projet Kilema et à tous les projets qui sont là. L'inclusion et l'inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel est un vrai souci en France. Il faut les rendre visibles, mais pas que.
il faut réellement leur laisser la place parce qu'il y a juste un chiffre, 700 000 personnes en France qui sont en situation de handicap intellectuel et qui sont exclues. Réellement, qu'on ne voit pas, que vous ne voyez pas, parce qu'ils sont dans des établissements fermés pour très très souvent. Donc, c'est des journées comme celle-ci, des journées comme celle de Giving Tuesday, qui permettent de mettre en avant des projets comme les nôtres, et pas que les nôtres, il y en a plein dans la salle. Hein. Je parle à des gens qui sont ici tous convaincus si vous êtes là d'ailleurs, c'est souvent parce que vous êtes convaincus. Donc c'est pas que vous qu'il faut convaincre, c'est évidemment grâce à Giving Tuesday la population générale. Alors j'ai pas répondu à ta question, mais j'avais en vous écoutant, j'avais vraiment cette volonté d'insister sur les mécanismes de flux financiers. On parlait tout à l'heure du micro-don, mais ces mécanismes en France sont vraiment trop compliqués juridiquement, légalement, et il faut simplifier. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, Madame la ministre est partie, mais il y a vraiment quelque chose à faire sur le sujet. C'était pas ta question, mais c'était ma réponse. Non, mais tu as en partie répondu à ma question sur les financements, mais pour aller même plus loin sur ce que vous faites avec Kilema, nous as bien présenté le principe du facile à lire et à comprendre, mais je crois toi aussi que tu as une actualité avec un projet pour aller encore plus loin sur l'accès à la culture des personnes en situation de handicap, et le Giving Tuesday est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur ces initiatives et sur leurs besoins de financement aussi. Oui, alors effectivement, Kilema, c'est effectivement cette maison d'édition, et puis on a constaté que c'est compliqué de distribuer les livres aux personnes en situation de handicap, mais à leurs accompagnants et aux organismes. Donc, juste un exemple, on est allé dans des librairies pour leur dire, voyez, ces livres, vous pouvez les mettre sur vos étagères et les vendre. Ils me disent, mais non, on va pas faire ça parce que nous, on n'a pas la population, on n'a pas les gens qui viennent dans les librairies. Et bon, évidemment, la réponse est, si vous les avez pas, ils vont pas venir. Bon, bref, donc on s'est dit, c'est pas la peine d'essayer de se battre contre des boulins. J'ai pas une tête de Don Quichotte, et ma femme non plus, et mes enfants non plus. Donc en fait, on s'est dit, on va créer ces lieux de distribution. Le premier, c'est un tiers-lieu qui va ouvrir dans les mois qui viennent à Paris, dans le 10e arrondissement, quai de Valmy, sur un lieu qui fait 330 mètres carrés, qui abritera essentiellement une librairie et mais pas que, un peu de restauration également, mais c'est un lieu qui permettra d'accueillir, de conseiller et également de donner des ressources aux personnes en situation de handicap et à leurs accompagnants. Ce sera également un lieu de travail et de partage avec différents projets, donc très ambitieux, qui coûtent donc très cher, parce qu'aujourd'hui ce lieu est vide et il faut tout l'aménager. Et puis c'est un premier lieu qui va ouvrir là. Ce qu'on espère, c'est de pouvoir en ouvrir partout où il y en a besoin, c'est-à-dire qu'en fait partout, et dans toutes les grandes villes de France, dans les mois et années qui viennent. Donc c'est un très gros projet qui nécessite des financements très très importants. Alors, ta question suivante, c'était comment on finance, je crois. Mais peut-être te laisser la poser plutôt que de faire les questions et les réponses. Oui, mais en fait, c'est exactement ça, mais je vais du coup l'associer à une autre question, parce qu'on a compris les besoins de financement, et je pense que tous en tant que citoyens, citoyennes, on peut se sentir très sollicité pour donner un petit peu, que ce soit l'arrondi en caisse, que ce soit les campagnes qu'on peut voir dans les supermarchés pour les banques alimentaires, etc., etc. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent c'est à l'État de faire sa part et de financer? Donc, je mélange les deux questions un peu en une sur le financement. Comment on a réussi à faire financièrement, c'est qu'en fait, je suis chef d'entreprise, ingénieur à la base, j'ai créé des entreprises, et à l'occasion de la cession d'une de mes entreprises, j'ai décidé de créer cette organisation Kilema. Donc le financement, il était naturellement fait et assez facile
puisqu'il suffisait juste pour moi de flécher des finances que je possédais. Maintenant, ça ne dure pas. Enfin, mes poches et les poches familiales ne sont pas aussi importantes qu'on souhaiterait, en particulier par rapport à l'ensemble de ces projets. Donc, on s'est dit, ok, nous on fait l'amorçage. Alors c'est encore une autre situation par rapport à vous. Hein. On fait l'amorçage, on a l'argent pour le faire, ok. Mais après, il faut passer la main parce que ça pourra pas autrement durer. On pourra pas ouvrir un tiers-lieu dans toutes les villes de France. Et même le premier tiers-lieu là, comment financer? Alors juste pour vous dire, on a besoin de 500 000 € là, juste tout de suite, pour juste faire l'aménagement du lieu. Et après, il faut à peu près 500 000 € de frais d'exploitation par an. Sur chacun des lieux. Donc c'est des sommes qui sont quand même colossales et sur lesquelles nous on n'arrivera pas à suivre familialement. Donc on se dit on va regarder quels sont les moyens de financer en France. Et quand on fait appel à la générosité publique, on nous dit et on me dit oui mais c'est toi, tu as voulu faire ton projet. Pourquoi je te donnerais sur un projet sur lequel tu as décidé le financement, vous avez décidé familialement, en quelque sorte, débrouille-toi. Quand on va vers les finances publiques, là, c'est... vous le savez tous, hein, c'est compliqué. On l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez dit aussi. Il faut cocher toutes les cases, il faut être au bon moment, il faut. Et puis l'État dit, de toute façon, nous on rembourse 60% des dons privés, donc la ministre l'a dit tout à l'heure, hein, on fait avec, mais on fait pas à votre place. Et puis les entreprises nous disent, mais c'est à l'État de faire ça. C'est pas, j'ai encore eu l'exemple tout récent, dire mais c'est à l'État, et en particulier les PME. Alors les très grosses entreprises, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure. C'est vrai que les très grosses, c'est pas toujours le cas, mais c'est ok, c'est à l'État. Et moi je dis que c'est un peu facile comme réponse, mais il faut vraiment que chacun prenne sa part dans une vie en société. Alors c'est peut-être un discours qui est peut-être un peu politique, mais en fait, il faut que chacun se rende compte que pour être efficace, une société doit englober tout le monde, y compris les exclus. Alors nous, on parle du handicap, mais il y a plein d'exclus. On parlait aussi des gens qui sont en précarité. Donc, pour que tout le monde puisse vivre ensemble, il faut que chacun prenne sa part. Et prendre sa part, c'est donner quand on peut, et pas par générosité, en fait. Moi, j'entends beaucoup parler de générosité. Si on fait appel juste à la générosité, ça va toucher 5 ou 10% des gens qui sont sensibles ou qui sont touchés par le problème. Mais non, il faut qu'on se rende compte que pour que ce soit efficace, tous ces projets, il faut que ce soit fait par les gens de terrain qui connaissent le problème, que l'État ne peut pas, et ça, Aurore Berger l'a bien dit tout à l'heure, et je suis 100% d'accord avec elle, l'État ne peut pas et fera, et vaut mieux qu'il délègue aux gens qui connaissent, et puis les autres, c'est-à-dire toute la société, les entreprises d'un côté, les citoyens de l'autre, donnent à la hauteur de ce qu'ils pensent nécessaire pour l'intérêt, pour l'efficacité, mais pas uniquement par générosité. Si autrement l'injonction à la générosité, ça peut, dans notre culture, j'allais dire judéo-chrétienne. Après, c'est juste ça sur le point sur lequel on peut travailler. C'est à votre bon cœur. Non, c'est vraiment pas. Moi, je dis que c'est pas à votre bon cœur. C'est que c'est bien pour tout le monde, c'est efficace. Et il faut donner parce que c'est efficace et non pas juste par bon cœur. Voilà, moi ma réponse elle est plutôt dans l'efficacité. Alors j'ai une culture de chef d'entreprise, donc je cherche évidemment l'efficacité partout, mais l'efficacité c'est de donner
plutôt que de constater une situation dans quelques semaines, dans quelques mois, et d'ailleurs même aujourd'hui, qui est que voir quelqu'un, enfin moi c'est le cas chez moi, hein, j'imagine quand vous êtes à Paris, vous avez tous ce cas. En bas de chez moi, il y a des gens qui sont très précaires et qui dorment dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc il s'agit pas juste de pleurer et il faut agir, aider les gens, les associations, c'est là l'efficacité. Parce que ce sont les associations, les gens de terrain qui vont aider ces gens en précarité. C'est pareil pour toutes les causes qui sont portées ici. Merci beaucoup. Est-ce que, Patrick, vous voulez réagir ou compléter? Non, mais effectivement, je rejoins votre approche de dire qu'il faut aussi revoir le concept du don et les formes du don et le faciliter aussi, parce que c'est pour une entreprise, voilà, pour les particuliers, il y a vraiment ce besoin de les solliciter, mais de façon intelligente, quoi. Et c'est, voilà, aujourd'hui, il y a un grand travail à faire dans ce domaine-là. Non, mais je vous rejoins complètement sur ce qui a été dit, et puis aussi de dire à toutes les personnes qui sont là, mais encore une fois, je pense que les personnes qui sont là sont déjà convaincues, mais de dire que ça s'apprend aussi, tout ça, d'aller demander de l'argent, essayer de toucher des personnes avec notre discours, et parfois ça aussi c'est difficile. Les mécanismes sont difficiles pour recevoir de l'argent, mais aussi comprendre comment aller récolter de l'argent et comment aussi faire en sorte que une structure associative soit pérenne, c'est compliqué, ça s'apprend, et c'est aussi important de le savoir et de se former sur tous ces sujets, mais on a de la chance parce que c'est le cas ici. Voilà, c'était juste pour recontextualiser là-dessus. Merci beaucoup. Je comprends que en vous écoutant tous les trois que en fait il n'y a pas de petits dons. Au Philantrolab, une des maximes du Philantrolab, c'est de dire que donner rend meilleur, et donner, c'est effectivement donner de l'argent, donner ses compétences, son temps, de soi. On a parlé de don du sang tout à l'heure. On organise aussi au Philantrolab en général en association avec le FS un don du sang. Donc le don ça prend plein de formes. C'est à chacun de faire sa part. Si j'essaie de résumer ton propos aussi, Philippe, et le rôle du Giving Tuesday, c'est aussi de mettre en lumière cette diversité d'actions, ces différents acteurs et actrices engagés comme vous l'êtes, pour contribuer donc à une société plus inclusive. Merci beaucoup à tous les trois pour votre témoignage. S'il y a des questions dans la salle pour nos trois intervenants, mais je vois que Pierre-Emmanuel est encore là aussi pour ceux et celles qui voudraient réagir à ce qui a été dit sur la première table ronde. Si vous avez des questions, on a quelques minutes avant la dernière partie de cette matinée. Non. Moi, j'en ai peut-être une peut-être plutôt pour celles et ceux qui travaillent sur les questions de handicap à l'approche des Jeux Olympiques. Est-ce que vous voyez des choses qui bougent dans le bon sens? Est-ce que vous voyez vous constatez que la préparation de ces JO génère un mouvement qui irait dans le bon sens, ou au contraire, est-ce que vous êtes inquiet sur le fait qu'on va peut-être pas assez loin, pas assez vite, ou on n'a peut-être pas les bons mécanismes, les bonnes approches? Alors on va jamais assez vite, hein, ça on peut le constater, mais on a l'opportunité et la chance d'avoir ces jeux, et on voit bien l'enthousiasme qui va grandir au fur et à mesure. On voit quand même que dans une grande évolution, c'est que dans la médiatisation de ces jeux, on parle beaucoup aussi du sport, des handicapés. Et ça, c'est une grande évolution de la société. Et donc, pour nous, on va en profiter au maximum. Hein. C'est pour nous aussi une opportunité pour nous adresser aux entreprises. Mais en tout cas, il y a une ouverture plus grande, qui est pas encore suffisante, certes, mais ça, c'est une formidable exposition, et la place qui est quand même mise sur le sport pour les handicapés, qui soit physique, alors plus physique sans doute, mais puisque les personnes souffrant de handicap mental sont plus difficiles à traiter dans ce type de compétition. Mais en tout cas, oui, forcément, il y aura un bénéfice pour tout le monde. Oui, moi, je suis plus partagé sur les Jeux Olympiques. Deux choses. Le handicap intellectuel, effectivement, est exclu, ou pratiquement exclu, des Jeux paralympiques. Pour des mauvaises raisons. Vous vous souvenez peut-être que dans les années 2000, il y a une équipe espagnole qui avait triché et qui avait déclaré ses
une équipe de basket, je crois, qui avait gagné les Jeux Olympiques et qui en fait n'était pas handicapé du tout. Et du coup, ça avait remis en question la mesure du handicap intellectuel. Et la solution qui a été trouvée, c'est on exclut tous les handicaps intellectuels, ou pratiquement. Il y a une ou deux épreuves de paralympiques sur le handicap intellectuel. Donc, première quand même limite aux Jeux paralympiques, c'est quand même ça. Et puis après, plus généralement, quand on parle et là j'ai pas la réponse. Autant sur les paralympiques, je suis vraiment très très fâché par rapport au handicap intellectuel. Mais sur le fait de faire deux types d'épreuves, si on parle réellement d'inclusion, si on est utopique 2 minutes, si l'inclusion c'est total. Donc ces Jeux olympiques pour les gens ordinaires où la performance est poussée à son extrême, où on donne le droit à beaucoup de choses de se passer, y compris au dopage, etc. Et puis, il y a une frontière, il y a une barrière, et on parle après des Paralympiques avec un côté bienveillant. Regardez, celui-là, il n'a pas de jambes, il peut quand même courir, etc. Alors j'en parle assez facilement puisque mon père était lui-même amputé et il courait aussi avec nous quand on était gamin. Mais cette frontière-là, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Parce que effectivement, ça rend visible, mais finalement, ça les inclut pas puisque ça les exclut dans d'autres organisations des Jeux Olympiques. Voilà, moi je pose cette question, j'ai pas la réponse. Je sais que pour le handicap intellectuel, vu par moi, c'est un scandale. Si on dit qu'il y a des Jeux paralympiques, il faut aussi que tous les types de handicap soient présentés. Après, le concept même de Jeux paralympiques en exclusion et en bienveillance et je pas dire en voyeurisme parce que c'est pas, j'espère qu'on n'en est plus là, mais voilà, moi ça m'interroge, donc je suis plus partagé sur cette partie-là, mais ça donne l'occasion d'en parler, la preuve puisque j'en parle. Merci beaucoup. Pardon. Oui, je rebondis justement parce que nous aussi on trouve que la place du handicap mental n'est pas suffisamment présente, et justement nous on travaille avec les équipes de l'organisation des Jeux et le gouvernement et la mairie pour organiser et rendre encore plus visible par des actions un peu plus ponctuelles pour justement combler un peu ce déficit. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je vais me permettre juste pour conclure et avant de passer la parole à Anne Monnier, de préciser que donc pour celles et ceux qui voudraient contribuer aux actions portées par nos trois intervenants, que ce soit la colo solidaire de Pauline, le challenge d'Ossard Connecté de Spécial Olympique ou le financement du tiers-lieu porté par Kilema, toutes les informations sont sur les réseaux de Giving Tuesday, puisque c'est aussi l'objet de ce mouvement, de mettre un coup de projecteur et d'aider ces porteurs de projets engagés à aller plus loin dans leurs actions et surtout à augmenter l'impact, puisque c'était l'angle de cette table ronde. Merci beaucoup à tous les trois. Pour clôturer cette matinée riche de diversité, d'engagement, moi j'ai été très touchée par tes mots et par finalement la perspective que ça donne à ce mouvement. Ce mouvement, effectivement, qui est autant symbolique qu'efficace, ça ne s'exclut pas. On n'est pas là pour exclure, on est plutôt là pour inclure et co-construire le monde qu'on veut voir advenir. Et toute l'énergie déployée par les témoins ce matin, par la ministre qui est venue partager avec nous sa vision de nos sujets, par l'équipe du Philantrolab, montre que nous sommes tous ici acteurs de ce monde meilleur, qu'on est certainement des artisans modestes de cette société du Caire. Si on est là, il faut qu'on s'en félicite et qu'on s'applaudisse aussi. Alors je vous demande de vous applaudir. Bravo. Je crois Yael que
Elle va y arriver. Il y a une chose en conclusion que moi je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'individu. Et aujourd'hui, si j'écoute l'histoire de Philippe, de Pauline, et aussi de Pierre-Emmanuel, qui nous a pas raconté sa storytelling, le Mexique, mais je la connais, et celle de Rana, en fait, ce sont d'abord des histoires individuelles qui ont permis de développer des projets qui eux-mêmes permettent de rassembler, de mobiliser, et ça, je trouve ça, enfin voilà, ça me touche beaucoup, parce que ça veut dire que ce pouvoir de l'individu, il a une puissance formidable. Et c'est ce qu'on essaye modestement, au travers de ce Giving Tuesday, de mettre en avant, de mettre et de valoriser, d'inciter. Et j'espère, et ça faisait partie un peu de ce qu'on se disait tout à l'heure, Pierre-Emmanuel, que là où les futures générations, il y aura plein de Philippe, il y aura plein de Pauline, il y aura plein de Rana qui prendront et il y en a déjà beaucoup, la relève, au travers ou pas, en s'aidant ou pas du Giving Tuesday, à la limite, peu importe. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment, voilà, cette lumière qu'on veut mettre sur cette logique de générosité, de solidarité, j'aime beaucoup, Anne, ce que vous avez dit, je sais pas où est Anne, le mieux, que le plus. Voilà, c'est vrai, allons-y, quoi. De toute façon, on n'aura pas tellement le choix. Donc, merci pour ce mot-là aussi. Merci, et merci à tous encore, et encore merci au Philanthrolab, et merci à Giving Tuesday Monde de nous donner la possibilité de faire tout ça ensemble à l'échelle globale aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et vive la générosité.